Botelambino, Otep à toutes et à tous. Je suis Mbaki Sikono, plus connu sous le nom de Kamtep. Je suis l'auteur d'une étude publiée durant l'été 2016 sur le Nouvel An Kamite, dont l'objectif était de déterminer la date réelle du jour de l'an et de restaurer le calendrier de nos ancêtres de la vallée du Nil. Cette étude est accessible gratuitement sur le site tangu.net. Cette présentation est faite dans le cadre de l'événement annuel Nouvel An Kamite, organisé par Afrocentricity France et la famille Muntu. Durant cette présentation, je vais vous montrer les calendriers qui étaient utilisés à l'époque pharaonique et en particulier le calendrier civil et le calendrier zodiaque ou sidéral. Nous parlerons également du Nouvel An Kamite et de sa correspondance dans le calendrier vulgaire occidental. Chronologie des calendriers kamites. Nous allons maintenant voir une chronologie non exhaustive de différents artefacts calendaires, allant de la période archaïque jusqu'à la fin de la période pharaonique, soit plus de 6000 ans d'histoire. Le premier vestige d'un calendrier date de la période archaïque, découvert sur le site de Nabta Playa dans le sud de l'Égypte actuelle, à l'ouest d'Abou Simbel. Il est daté pour une période allant de 7500 à 4800 avant l'ère vulgaire. Sur le site de Nabta Playa, qui compte de nombreux vestiges archéologiques, un observatoire astronomique rudimentaire dans sa forme et précis dans sa science a été découvert, dont les alignements des mégalithes selon l'époque auraient donné un alignement avec Sirius entre 6270 et 6088 avant l'ère vulgaire, ainsi qu'un alignement avec la ceinture d'Orion et le lever du soleil au solstice d'été aux environs de 6000 avant l'ère vulgaire. La connaissance du solstice d'été, donc le compte de la durée entre deux solstices, nous permet de connaître la durée d'une année solaire qui est de 365 un quart de jour. On peut donc supposer que nos ancêtres de la vallée du Nil en connaissaient la durée depuis au moins 8000 ans. Sous le site astronomique, une pierre en forme de vache ainsi que des os de bovins ont été retrouvés enterrés. Ces bovins sont nommés au Soudan Ankol Watusi ou Inyambo et Biogo, plus au sud, au Rwanda et au Ouganda. Nous retrouvons ici toute la symbolique qui sera associée à l'étoile Sirius, qui sera le marqueur du calendrier sidéral kamite, soit la vache bovine avec ses longues cornes qui symbolisent la connexion entre le ciel et la terre, la maternité et la fertilité, en lien avec la déesse Hathor qui sera associée également à Sirius. Cette tradition ancienne remonte donc à au moins 7500 ans avant l'ère vulgaire. Ensuite, à la période pré-impériale, la période des Shemsu-Uru ou suivant d'Horus, qui précède la fondation du Sematawi par Nana ou Narmer, nous avons la stèle de Gersé datée aux environs de 3400 avant l'ère vulgaire. La stèle de Gersé, qui se trouve actuellement au musée du Caire, découverte à Gersé à 25 km au sud de Saqqara, est datée aux environs de 3400 avant l'ère vulgaire. On y trouve la représentation d'une vache bovine constellée avec des longues cornes, ornée du symbole de l'étoile Seba, dont vous voyez la graphie en haut à droite. D'autres objets ont été découverts avec la stèle, comme des poteries en forme de femme invoquant fertilité et maternité, avec des longs bras courbés rappelant les longues cornes de la vache bovine. On retrouve ici encore la symbolique associée à Sirius, comme le témoigne une fresque dans le temple de Dendera, que vous pouvez voir ici à droite. Ensuite, toujours à la période pré-impériale des Shemsu-Uru, nous avons l'attestation de la première écriture, les Médounétaires, paroles divines ou hiéroglyphes pharaoniques, datée aux environs de 3300 avant l'ère vulgaire. L'écriture est fondamentale car sans elle, il ne peut y avoir de calendrier écrit. Ces Médounétaires gravés sur des petites tablettes en ivoire sont conservés au musée du Caire. Elles ont été découvertes au sud, dans la nécropole de El Kab à Abydos, où se trouvent les tombes des Shemsu-Uru. Ensuite, à la période tinnite, nous avons la tablette du troisième roi de la première dynastie, Urugère, datée aux environs de 3000 avant l'ère vulgaire. Cette tablette en ivoire a été découverte à Saqqara et est conservée au musée du Caire. En haut à droite, nous retrouvons la graphie de Sobdet ou Sirius sous sa représentation bovine associée à la divinité Hathor, qui nous donne par exemple en langue poulard, chez les Peuls, At-Ore, qui signifie la résidence demeure céleste, ou encore Itori, vache mythique. En dessous, nous avons la graphie de ce qui sera la première saison de l'inondation Aket dans le calendrier civil. En bas à gauche, nous avons un lieu qui est donné, la ville de Pé, qui faisait partie de la cité de Bouto.
Durant l'été 2024, donc très récemment, a été découvert justement en ce lieu un observatoire astronomique dont les vestiges sont datés entre le Nouvel Empire et la 27e dynastie. Ensuite, toujours à la période Tinnite, donc à la première dynastie pharaonique, nous avons l'attestation de la numérotation, datée aux environs de 2900 avant l'ère vulgaire. Comme pour l'écriture, la numérotation est également un élément fondamental pour l'existence d'un calendrier écrit. Ici, nous avons deux tablettes associées au roi Horudjet qui succède donc à Horudjer. Sur ces deux tablettes, celle de gauche en photo et celle de droite qui est un facsimilé, donc une reproduction, nous avons l'attestation des nombres dont l'unité, un trait et la dizaine en forme de long arc de cercle. En bas à droite, vous pouvez voir les graphies des autres nombres qui apparaîtront plus tard jusqu'au chiffre 1 million. Ensuite, à la période de l'Ancien Empire, durant la 5e dynastie pharaonique, nous avons la pierre dite de Palerme, datée aux environs de 2450 avant l'ère vulgaire. La pierre de Palerme a été découverte en Italie au XIXe siècle et est conservée au musée archéologique régional d'Antonio Salinas. Il est le plus ancien artefact calendaire découvert du calendrier civil ou nilotique. Nous trouvons dessus une liste des rois des premières dynasties avec leur date d'intronisation et le niveau du Nil qu'il y avait lors de celle-ci. Toujours à la période de l'Ancien Empire, durant la 6e dynastie pharaonique, nous avons un artefact calendaire mentionnant les 3 saisons du calendrier civil, daté aux environs de 2340 avant l'ère vulgaire. Il a été découvert dans le mastaba du Chatti Merekura, au nord de la pyramide du roi Téti à Saqqara. On y voit de droite à gauche les 3 saisons du calendrier civil ou nilotique. La saison 1, Akhet, inondation du Nil. Au milieu, la saison 2, Peret, germination des cultures. Et à gauche, la saison 3, Shemu, période chaude et de récolte. Au-dessus figurent les graphies des noms des 3 saisons. Vers le début du Moyen Empire, à la fin de la 11e et au début de la 12e dynastie pharaonique, nous avons les calendriers sidéraux sous forme de tables ou d'horloges stellaires, dont les plus anciens sont datés aux environs de 2000 avant l'ère vulgaire. Ces tables ou horloges stellaires étaient généralement inscrites dans le sarcophage des nobles. Nous avons ici dans le fond en noir et blanc le sarcophage de Messeti, qui est l'un des plus anciens sarcophages avec horloge stellaire. Et en dessous, en couleur, le sarcophage de Idi, avec au centre la fin du cycle annuel de l'horloge stellaire avec l'inscription de l'étoile Sirius en bleu qui marque la nouvelle année, accompagnée sur sa gauche de Orion qui marque la fin de l'année. Ensuite, toujours durant le Moyen Empire, nous avons les premiers papyrus calendaires où sont inscrits les calendriers civils, la date d'observation de la sortie de l'étoile Sirius à l'est à l'aube naissante. À l'exemple du papyrus de Berlin 10012b, ou 200 ans plus tard, durant le Nouvel Empire, à la 18e dynastie, le papyrus dit Ebers. À l'exemple du papyrus Ebers, il est inscrit en hiératique, forme simplifiée des Ménounétaires, que durant l'année 9 sous la majesté du roi Djeser Kara, vivant à jamais, souligné en violet est inscrit la sortie de Sopdet, donc de l'étoile Sirius. En vert, la date soit le 9e jour de la 3e saison Shemu, le 3e mois, et en rouge est indiqué juste après fête de la nouvelle année. Nous pouvons voir ici l'importance de cette étoile, qu'elle est véritablement le marqueur de la nouvelle année, alors que nous sommes, selon le calendrier civil, à 56 jours de la fin de l'année. La notation de la sortie de Sopdet ou Sirius était capitale et un devoir du Chatti, vizir ou Premier ministre. En effet, nous le savons grâce à un texte sur Ostracon en 2 exemplaires nommés Les devoirs du vizir, qui nous dit que les fonctionnaires doivent faire rapport de la pluie, du lever de Sotis, du début de l'inondation et de la hauteur de la crue. Toujours au Nouvel Empire, nous avons les premières représentations calendaires inscrites sur le plafond du monument, tel que le plafond astronomique de Sénémout, daté aux environs de 1460 avant l'ère vulgaire. Sur les plafonds astronomiques, nous retrouvons très souvent les différents types de calendriers comme le calendrier civil ou nilotique, le calendrier zodiaque, le calendrier lunaire ou encore le calendrier des fêtes. Dans cet exemple, nous pouvons voir tout en haut, encadré en vert, le calendrier sidéral avec Sopdet ou Sirius sur sa barque céleste, reine des décans, soit des astres des constellations,
qui marque le début de l'année. Description du calendrier civil ou nilotique. Nilotique car ce calendrier était basé sur le cycle du fleuve Nil. Le calendrier civil était composé de 3 saisons. Aket, Peret, Shemu, donc inondation, germination ou saison chaude de récolte. Ces 3 saisons étaient chacune divisées en 4 mois de 30 jours, faisant un total de 360 jours annuels, suivis de 5 jours épagomènes ou supplémentaires dits hors du temps, dédiés à 5 divinités, Wasiré, Uru-Ur, donc Horus l'Ancien, Souté, Asata et enfin Nabintu. Il portait le nom de Eriu-Renepet, les 5 jours au-dessus de l'année, ou jours célestes de l'année. La journée kamite était de 24 heures, divisée en 2 périodes de 12 heures chacune. 12 heures de jour et 12 heures de nuit, où le minuit des Occidentaux était pour les Kamtiou au lever du soleil, soit à 6 heures du matin aujourd'hui. Pour la journée, ils utilisaient un cadran solaire, et pour la nuit, ils utilisaient un clepsydre dont vous avez une illustration animée en bas à droite. Nous retrouvons encore aujourd'hui ce concept de la journée en Éthiopie. Le Nil était donc à la base du calendrier civil. Il prend sa source en 2 endroits, le Nil blanc venant de la région des Grands Lacs, de Kama, et le Nil bleu venant des hauts plateaux d'Éthiopie qui se rejoignent tous deux ensuite à Khartoum au Soudan vers la 6e cataracte. Les Kamtiou nommaient ce fleuve Iteru et sa forme divinisée Api, dont la symbolique était la crue, le débordement du Nil. Le fleuve suit un cycle annuel qui commence par son débordement dans la basse vallée du Nil, dont les documentations historiques de l'époque romaine nous donnent pour le sud à Assouan vers le 15 juillet et au Caire vers le 21 juillet du calendrier julien. La crue est due notamment aux grandes pluies annuelles venues des hauts plateaux d'Éthiopie via le Nil bleu. Les Kamtiou utilisaient un nilomètre sous forme d'escalier ou de puits gradués pour mesurer la hauteur de la crue, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite. Mais malheureusement, le phénomène annuel de la crue n'existe plus, car en 1902, de l'ère vulgaire a été construit l'ancien barrage d'Assouan, qui ensuite a été remplacé en 1970 par le barrage hydroélectrique d'Assouan, puis en 2022, l'Éthiopie, encore plus en amont, a construit le barrage de la Renaissance. Description du calendrier zodiaque ou sidéral. Le nom scientifique de l'étoile Sirius est Alpha Canis Majoris. Elle est un système binaire composé d'une grande étoile Sirius A et d'un compagnon, une petite étoile naine nommée Sirius B. Elle se trouve au niveau du collier du cou de la constellation du Chien, d'où le nom de l'étoile du Chien Canis. Par exemple, chez les Bakongo, le système Sirius est nommé Zeta Dianza. Dans la cosmogonie de Tameri, elle était fille de Wasiré, épouse de la divinité Sa, donc Orion, divinité de la fertilité, reine de toutes les étoiles et constellations, mère de Sebedou, le protecteur de l'Est. À droite, voici une illustration de la manière dont les Kamtiou observaient et mesuraient les degrés des étoiles dans le ciel. L'étude astronomique en archéologie a pu déterminer que l'acuité visuelle des Kamtiou de l'Antiquité était d'environ 1,7 sur l'échelle du rapport de Snellen. Chez les Dogons, Sirius A est appelé Sigitolo et Sirius B Botolo. Les Dogons ont d'ailleurs une longue tradition associée à l'observation de cette étoile, comme vous pouvez voir ici, leur observatoire dans le village de Sanga au Mali, où l'étoile Sirius est observable dans le ciel à cette latitude, aux alentours du 23 juillet grégorien. Le cycle annuel de Sigitolo ou Sirius est appelé année zodiaque. Il est de 365,25 jours. Le phénomène de l'observation de l'étoile Sigitolo s'appelle le lever héliaque. C'est la sortie de l'astre à l'est à l'aube naissante juste avant le lever du soleil. Il faut donc attendre 365,25 jours, soit l'équivalent de l'année solaire, d'où sa régularité avec le phénomène des saisons sur Terre, ainsi qu'avec le cycle du Nil, pour observer à nouveau Sigitolo à la même position dans le ciel. Des calendriers aux durées différentes. Nous avons vu précédemment que le calendrier civil ou nilotique était de 360 jours fixes constants. Mais le problème, c'est que son année est plus courte d'1/4 de jour par rapport au calendrier zodiaque ou solaire.
De ce fait, le calendrier civil est en quelque sorte perfectible, car il perd alors un quart de jour par an et un jour au total tous les 4 ans. Certains lui donnent même le nom de calendrier vague ou mobile, du fait de son décalage constant avec la réalité, que sont le jour du lever héliaque de Sigitolo, les saisons, le cycle du Nil ou de sa crue, et le premier jour de l'année civile nommé Thoth. C'est pourquoi, à un moment donné, une réforme du calendrier civil fut décrétée. La réforme du calendrier civil. Nous avons à l'époque tardive où les Kamtu ne règnent plus en maître sur leur propre pays durant la colonisation ptolémaïque, le décret de Canop, daté aux environs de 238 avant l'ère vulgaire. Ce décret rédigé par des prêtres scribes Kamtu réunis à Canop, ville près d'Alexandrie, en l'an 9 du roi colonisateur Ptolémée III Evergète, déclare une réforme du calendrier civil afin de corriger l'irrégularité de celui-ci avec la réalité des phénomènes tels que la crue du Nil et la sortie de Sirius. Dans l'extrait affiché ici, il est mentionné le retard du calendrier civil d'un jour tous les 4 ans, qui en résulte un décalage avec la sortie de Sigitolo, les saisons, le calendrier des fêtes, l'arrivée de la crue du Nil et avec le premier jour de l'année. Ce décret est l'attestation de l'invention du système de l'année bissextile utilisé dans le calendrier occidental, qui consiste à ajouter un 6e jour supplémentaire tous les 4 ans, donc une année de 366 jours tous les 4 ans afin de corriger le retard accumulé. Mais nous savons que cette réforme ne sera pas vraiment suivie par les Kamtu, qui étaient attachés à la tradition des anciens. Un témoignage qui va dans ce sens de l'empereur romain Caligula, dit Caius Julius Caesar Germanicus, à la fin du 1er siècle avant l'ère vulgaire dans son livre Les phénomènes de Aratos, de Solès, nous dit « Les rois d'Égypte étaient tenus de prêter dans le temple d'Isis lors de leur avènement le serment formel de n'intercaler ni un mois, ni un jour, ni modifier un jour de fête, mais continuer à mesurer les 365 jours ainsi qu'il était établi par les anciens. » En résumé, les années civiles étaient comptées en durée de règne du roi en exercice. La date du jour de l'an du calendrier civil reculait d'un jour en moyenne tous les 4 ans. Du fait de son décalage constant, son contenant, saison et mois n'avaient probablement qu'une valeur symbolique et sur certains aspects cosmogoniques. Les autres calendriers, utilisés en parallèle lunaire ou zodiaque par exemple, leur permettaient d'avoir une connaissance précise du temps. Restaurer aujourd'hui ce calendrier de 365 jours fixes, non réformé, est donc une erreur, car en constant décalage avec la sortie de Sirius. Le calendrier sidéral et l'année zodiaque étaient donc en accord avec les saisons, car équivalents à l'année solaire. La date du jour de l'an kamite. Pour connaître la date du jour de l'an kamite, il nous faut un texte qui nous mentionne sa date dans un calendrier qui soit assez proche de notre époque pour pouvoir la faire correspondre avec le calendrier grégorien ou occidental que nous utilisons aujourd'hui au niveau international. À ce propos, les calendriers en usage à partir de l'époque romaine étaient le calendrier romain ainsi que le calendrier julien, qui lui a été introduit par Jules César en 46 avant l'ère vulgaire, et en 1582, nous avons l'instauration du calendrier grégorien, qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui et qui avait pour but de corriger le décalage du calendrier julien dû à un mauvais calcul pour les années bissextiles. Toute date donnée avant l'introduction de ces calendriers est dite proleptique par rétropolation. En l'an 238 de l'ère vulgaire, durant la période romaine, un document nous rapporte la date du nouvel an kamite. Ce document se nomme Dedi Natali, rédigé par un grammairien latin nommé Censorinus. Ce texte a été recomposé à partir de plusieurs fragments et reproduit de nombreuses fois depuis le 8e siècle. Je vous présente ici la copie disponible en latin de l'une de ses plus anciennes reproductions datée de 1497, publiée par Faeli Benedetto. Dans cet extrait, il est dit que les Égyptiens nommaient le premier jour du mois de l'année Thoth et qu'il y a 100 ans, en l'an 138, ce jour correspondait au 12 des calendes d'août, jour du lever de la canicule donc de Sirius. 12 des calendes d'août, dans le calendrier romain, nous donne dans le calendrier julien le 21 juillet julien. Il dit aussi que cette année de renouvellement est appelée Grande Année. Nous avons donc ici la date du nouvel an kamite qui nous est donnée dans un calendrier assez récent pour nous permettre de faire une correspondance avec le calendrier grégorien utilisé aujourd'hui. Si nous faisons la correspondance exemple avec le calculateur de l'IMCCE, nous avons pour le 21 juillet de l'an 138, le 20 juillet 138 dans le calendrier grégorien proleptique et le 3 août grégorien pour cette année 2025.
Parmi les reproductions du document, il existe à partir du 19e siècle des versions où la date du nouvel an kamite donnée par Censorinus a été étrangement modifiée. Vous pouvez le voir sur cet exemplaire daté de 1885 publié par le philologue et archéologue allemand Otto Jahn. Le 12 des calendes d'août devient tout à coup un 13 des calendes d'août. On peut même voir ici que le troisième trait a été ajouté. Cette modification ne va plus nous donner le 21 juillet, mais le 20 juillet julien par correspondance entre calendrier romain julien. Certains ont sous-entendu que Censorinus s'était trompé, que le lever iliaque de Cyrus s'était produit le 13 des calendes d'août, donc le 20 juillet julien, alors que les reproductions du document de Censorinus jusqu'au 19e siècle, il est mentionné 12 des calendes d'août. Ici, la date correcte est bien le 12 des calendes d'août, du fait de l'antériorité des reproductions par rapport à la modification, et que les auteurs qui ont effectué cette modification au 13 ont fait preuve d'une méconnaissance du fonctionnement d'une journée kamite qui était différente d'une journée romaine. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir sur le schéma présenté ci-dessous, la mise en parallèle d'une journée romaine sur le haut avec une journée kamite sur le bas, sachant que le lever iliaque de Sigitolo se produit à la fin de la 12e et dernière heure de la nuit, tel que l'attestent les horloges stellaires dont nous avons pu voir l'exemple précédemment, durant le dernier jour de l'année, soit le 5e jour épagomène, nous sommes bien le 21 juillet julien, et non le 20 juillet julien lorsque l'étoile Sirius sort à l'horizon est, que vous pouvez voir en bleu ici. Lorsqu'il est minuit dans le calendrier romain, la journée kamite n'est pas terminée. Nous sommes à la 12e heure de la nuit, soit à 5 heures du matin de notre horloge moderne. D'autre part, si nous faisons la conversion en grégorien proleptique du 13 des calendes d'août, cela nous donne le 19 juillet julien de l'an 138. C'est ici qu'intervient sans autre source donnée de cette date, l'hypothèse de l'origine du 19 juillet, qui est donnée comme date du nouvel an kamite. Elle est une mauvaise interprétation du texte de Censorinus. D'autres hypothétiques sources sur le 19 juillet nous viennent par exemple d'un passage d'un fragment attribué au prophète Zarathustra, 6e siècle avant l'ère vulgaire, de l'encyclopédie Geoponica, qui nous donne un lever iliaque du chien au 19 juillet julien proleptique, soit par conversion 13 juillet grégorien proleptique, ou encore un texte de Héphaestion de Thèbes, 4e siècle, qui nous dit que Sirius s'est levé le 25 du mois Épiphi, soit le 11e mois du calendrier alexandrin ou copte, correspondant au 19 juillet julien. Mais là, dans ces deux cas, il n'est pas mentionné une correspondance avec le premier jour de l'an Thoth, mais simplement l'observation du lever iliaque de Sirius à des époques données. Pour vous confirmer que rien ne se passe dans le ciel le 19 juillet grégorien à notre époque, voici une simulation du ciel effectuée avec Stellarium à la date du 19 juillet 2025 à la latitude de Mannefer ou Gizeh. Vous pouvez voir ici la localisation de Sirius dans la petite cible blanche, où celle-ci se trouve sous le Soleil alors que Sirius doit sortir avant celui-ci. De plus, Sirius n'est pas visible dans le ciel. Il n'y a donc aucun lever iliaque à cette date. Alors que pour le 3 août 2025, vous pouvez constater que le lever iliaque de Sirius a bien lieu à cette date, et que l'étoile Sirius sort bien à l'aube avant le lever du soleil à l'horizon est, et qu'elle est bien visible dans le ciel. Dans un autre chapitre qui précède celui que nous venons de voir, Censorinus nous donne une autre information importante, que l'année kamite est de 365 jours, qu'en l'espace de 4 ans, le calendrier perd un jour, le principe se répétant 1461 années. Censorinus nous donne ici une période que les astronomes ont nommée la période zodiaque, qui est de 1461 années dans le calendrier civil kamite, ou de 1460 années solaires ou zodiaques. Donc la date du nouvel an kamite, soit le 21 juillet julien que nous rapporte Censorinus, est une date dite apocatastase, la fin d'un cycle de 1461 années où tout se corrige, tout se rétablit. Donc le premier jour de l'année, le lever iliaque de Sirius et la saison du débordement du Nil. À partir de là, nous pourrions faire remonter ce cycle de 1461 années à la période pharaonique pour fixer le début de l'ère kamite. En remontant par tranches de 1461 années, depuis l'an 138, nous avons une date apocatastase en 1322 durant le Nouvel Empire, une date apocatastase en 2782 durant l'époque tinnite des premières dynasties, et puis plus lointain, une date apocatastase en 4242 durant la période néolithique, date qui à mon sens est probable concernant un lever iliaque de Sigitolo.
mais peu probable de l'existence du calendrier civil kamite car, nous l'avons vu, la numérotation kamite n'apparaît qu'à l'époque tinnite sous le roi Djet à la première dynastie, et le plus ancien calendrier civil, la pierre de Palerme, est daté approximativement de l'Ancien Empire sous la 5e dynastie. La date de -4236, citée par Wassiri Antadiop dans son livre Civilisation ou barbarie, comme date de départ supposée du calendrier zodiaque dans l'idée d'une chronologie longue, était la date reconnue à cette époque, une période zodiaque calculée au XIXe siècle par l'astronome Theodor von Oppolzer, dont il considérait, selon ses calculs, que l'année zodiaque était variable. Mais depuis, l'astronomie moderne a démontré que l'année zodiaque est quasi constante avec une augmentation de 0,015 ou 0,018 jours sur toute la période pharaonique du fait de la précession des équinoxes. En résumé, la date apocatastase rapportée par Censorinus est le 21 juillet julien, le 19 juillet étant erroné. Le système calendaire en usage en l'an 138 était le julien et non le grégorien. Donc dire aujourd'hui que le nouvel an kamite a lieu le 21 juillet grégorien ou 19 juillet pour ses partisans est une faute, une ignorance car le calendrier julien a aujourd'hui un décalage de 13 jours avec le grégorien. La période zodiaque nous permet de fixer un point zéro pour une ère kamite si on le souhaite. Sobdet Sirius Sigitolo est historiquement le repère absolu, l'as qui permettait de tout remettre en ordre. Sigitolo fait autorité sur le renouvellement de l'année, comme nous le montrent deux textes, par exemple dans les textes des pyramides. C'est Sobdet Tafiémé qui te renouvelle dans son nom d'année, ou le décret de Canop, le jour de l'apparition de la divine Sotis, appelée ouverture de l'année sur les écrits de la maison de vie. Et Sigitolo était en accord avec le cycle du Nil, donc avec les saisons. Donc par exemple, l'hymne de la déesse Anouki, à toi Sotis qui jette le déluge en son temps, maîtresse du ciel, dame de toutes les étoiles, ou dans le temple de Dendera, Sotis qui déverse Hapi de sa caverne. Utiliser donc aujourd'hui un calendrier basé sur la crue du Nil ne fait pas de sens car ce phénomène n'est plus observable depuis la construction du barrage d'Assouan. Par contre, utiliser un calendrier basé sur le lever héliaque de Sigitolo aujourd'hui fait sens car le phénomène est toujours observable et comme nous l'avons dit, Sirius ou Sigitolo faisait autorité dans le renouvellement de l'année kamite. À notre époque moderne, quelle est la date du lever héliaque de Sigitolo, donc du nouvel an kamite? Pour répondre à cette question, il nous faut connaître le lieu ou la latitude d'observation historique du lever héliaque de Sigitolo et de l'observation et la mesure de la crue du Nil. La latitude historique généralement retenue est proche de 30 degrés nord. C'est la zone de la bande jaune qui se trouve au bas de la carte. Cette latitude correspond à l'ancienne capitale de l'ancien empire nommée Mennefer, Memphis, ici en orange sur la carte. Nous savons grâce à des inscriptions sur un monument appelé la chapelle blanche de Sésostris Ier, 11e dynastie ou Moyen Empire, que l'un des 3 nilomètres officiels qui se trouvaient dans cette région se nommait Père Hapi, la maison du Nil, ce nom étant fort symboliquement. Ce nilomètre est ici sur la carte en bleu. Les deux autres nilomètres sont plus en amont, un à Assouan et l'autre à Edfou, vous pouvez voir en haut de la carte. Ces lieux, au contraire de Mennefer, ont pris leur importance qu'à partir du Nouvel Empire. Veuillez noter qu'il y a une différence d'observation de 5 jours entre Assouan et le Caire pour le débordement du Nil et de 1 jour par degré de latitude pour le lever héliaque. La latitude d'observation de la crue et du lever héliaque devait donc être équivalente pour tomber un même jour. Il fallait que la région où le nomme province ait une grande importance historique et soit proche du Nil, ce qui est le cas de Mennefer. Cette latitude de référence devait rester la même durant toute l'histoire du Sématawi afin de respecter mathématiquement le cycle des 1461 années civiles, donc la période zodiaque. À ce propos, sur l'importance de Mennefer sur le plan historique, un passage d'un texte de Olympodorus Alexandrinus le Jeune au VIe siècle qui nous dit « Le poète aurait dû parler de Memphis comme de Thèbes, puisque Memphis a été aussi jadis une ville royale ou un siège de dynastie. Ce qui prouve évidemment qu'elle a régné, c'est que les Alexandrins comptent le lever du chien, non pas du moment où ils se lèvent pour eux-mêmes, mais quand ils se lèvent pour les habitants de Memphis. » Antoine Jean Lautron, philologue helléniste, épigraphiste et archéologue français du XIXe siècle, précise le propos en nous disant que le lever héliaque de Sirius, fixé au 20 juillet pour toute l'Égypte, n'était réellement observé ce jour-là qu'à Memphis. Les Alexandrins savaient aussi bien que les habitants de Syène et de Thèbes que le lever n'avait pas lieu le 20 juillet pour leur latitude, car c'était là, comme je l'ai dit, un fait de simple observation.
Mais telle était la force de l'usage de la puissance des souvenirs qu'il persistait toujours à rapporter ce phénomène à Memphis où l'institution avait été établie. Ici, la date du 20 juillet donnée par l'Otron pour le lever est en réalité le 21 juillet, celui-ci étant basé sur une version modifiée du document de Censorinus. N'ayant pas trouvé de site astronomique proche des ruines de Mennefer, j'ai en 2016, lors de mon étude sur le calendrier et le nouvel an kamite, proposé le site de Gizeh se trouvant à environ 18 km au nord-ouest des ruines et à 8 km à l'ouest du nilomètre de Per Hapi. Gizeh était l'ancienne nécropole de la capitale Mennefer. Ce site est intimement lié à l'astronomie de par l'orientation de ses constructions monumentales, avec par exemple les 3 pyramides qui sont le calque de la ceinture d'Orion sur Terre, qui, rappelez-vous, est la constellation qui marque la fin de l'année précédant la sortie de Sigitolo et qui accompagne généralement Sigitolo sur les fresques. Nous avons aussi l'orientation de certaines cavités de la grande pyramide de Khufu, 4e dynastie, dont des études scientifiques ont démontré un alignement vers les systèmes Sirius et la constellation d'Orion. Nous trouvons également sur le plateau de Gizeh la statue monumentale du grand sphinx qui regarde précisément à l'est en direction du lever du soleil, telle une sentinelle observant à chaque instant la marche du ciel. Voici une simulation du lever héliaque de Sigitolo, donc Sirius, générée avec le logiciel Stellarium. Nous pouvons voir la constellation d'Orion précéder à l'aube la sortie de Sigitolo, d'où la représentation constante de ces deux divinités sur les différents calendriers sidéraux. Les calculs astronomiques du lever héliaque à Gizeh nous donnent pour date du lever de l'étoile Sigitolo le 3 août grégorien. Cela est confirmé notamment par l'égyptologue allemand Ludwig Brochard, qui a pu l'observer en 1925 en ce même lieu. L'usage d'un calendrier de 365 jours nécessite donc l'ajout d'un 6e jour épagomène toutes les années bissextiles, environ donc tous les 4 ans, comme l'avait proposé la réforme du décret de Canop, ce qui nous permet de garder la date constante du 3 août pour jour de l'an. Sans cette correction, en 2028, année bissextile, le nouvel an aurait lieu le 2 août et ainsi de suite, en perdant un jour tous les 4 ans. Voilà, Matondo Mingi, je vous remercie. Pour ceux qui sont intéressés à se procurer la nouvelle affiche du calendrier pour la nouvelle année, vous pouvez le faire soit sur le site zandu.tangu.net ou l'acheter directement sur place lors de l'événement Nouvel An Kamite organisé par Afrocentricity France et la famille Mundo. Et pour en savoir plus sur mon étude et sur le calendrier Kamite et son nouvel an, vous pouvez aller sur le site tangu.net. Matondo Mingi, je vous remercie.